Dokurama. Vous écoutez Rwanda, désobéir ou laisser mourir, deuxième partie. En Belgique, le pays plonge dans la crise. La nation a perdu 10 des siens. Leur décès a rendu l'opinion publique hostile à l'opération au Rwanda. Le gouvernement décide de faire revenir le roi Albert II en déplacement à l'étranger. Il est le symbole et le garant de l'unité nationale. Le Premier ministre Jean-Luc Dehaene convoque le Conseil des ministres en urgence. Si la décision d'évacuer les ressortissants belges n'est pas actée, la Belgique demande en revanche un élargissement immédiat du mandat de l'ONU. Elle veut que les soldats aient l'autorisation de faire usage de leurs armes. Il y a une constante. Depuis, on peut dire janvier 1994, il y a une constante, c'est-à-dire aussi bien Dallaire, aussi bien que les Belges demandent effectivement de changer le mandat. Joël Kotek, historien des génocides. De permettre aux troupes belges, si possible, d'utiliser leurs armes. Une fois de plus, le Conseil de sécurité campe sur ses positions d'attente passive. Ses membres refusent de reconnaître la véritable nature du crime en cours. Les diplomates américains ont même interdiction de prononcer le terme génocide, ce qui contraindrait les Nations Unies à intervenir. L'inaction de la communauté internationale inquiète les soldats sur place. Ils savent que les Hutus radicaux sauront en profiter. Ils ont l'impression qu'ils peuvent poursuivre tout simplement leur plan, et leur plan, c'est l'extermination de la population de la minorité Tutsi. Hommes, femmes, enfants, vieillards. Dans les lieux sous bannière de l'ONU, les réfugiés continuent d'affluer par milliers, et ils sont bientôt trop nombreux. Ils commencent à nous dire qu'il n'y aura pas assez de place pour accueillir tout le monde, qu'on ne peut pas assurer la sécurité de tout le monde parce que l'école n'est pas dimensionnée pour cela. Jeanne Wimbabazi, rescapée. Et là, je me dis, mais les autres, ils vont aller où? Si on les refuse, ils vont mourir, c'est sûr. À l'école technique officielle et dans les autres cantonnements de l'ONU, les casques bleus font ce qu'ils peuvent pour gérer l'afflux de réfugiés. Les soldats poursuivent aussi les patrouilles dans Kigali pour rapatrier les Occidentaux et les mettre en sécurité. On a l'impression d'être dans une machine à laver, en fait. Ça tourne. Mais on est dans la machine. Lieutenant Lecomte, commandant en second à Leto. Et parfois on se demande à quoi on est confronté et comment ça va évoluer. La seule chose qui est importante à ce moment-là, finalement, c'est de protéger notre personnel, faire les évacuations, puisque ça fait partie des missions historiques du régiment paracommando. Donc on se raccroche à nos missions de base. Je me dis, c'est pas juste. Je me le dis à ma tête. Mais c'est pas juste. Parce que ils vont chercher tous les Occidentaux dans le quartier, on est à Kigali, et on les ramène. Et en fait, je me dis, c'est pas juste parce que ces Occidentaux, c'est les derniers à être inquiétés de leur vie. Parce que les Hutus, ils cherchent pas les Occidentaux, ils cherchent les Tutsis. Les Tutsis et les Hutus démocrates. Boniface Nkulinzira, un ancien ministre, grand artisan des accords de paix, a lui aussi été mis sous protection avec sa famille à l'école technique officielle. Parallèlement, les extrémistes Hutus, membres de la KAZU, comme Agathe Habyarimana, ont eux aussi demandé à être protégés, mais par la France. Ils craignent une conquête rapide de la capitale par les troupes du FPR, en réaction au premier massacre. En ami fidèle du régime, François Mitterrand accepte. Pour combler le vide institutionnel dans le pays, l'Élysée a aussi autorisé les extrémistes Hutus à tenir des réunions au sein même de l'ambassade de France en vue de composer le gouvernement intérimaire rwandais sous la férule de Théoneste Bagosora. Bagosora est l'architecte du génocide Tutsi. La création, donc, au sein même de l'ambassade de France du gouvernement provisoire, ça signifie quoi? Mais ça signifie que la France est l'allié de ces gens-là, puisque d'ailleurs, le seul État qui reconnaisse ce gouvernement provisoire, c'est la France. Les extrémistes Hutus désormais au pouvoir ont toute latitude pour accélérer la mise en œuvre de leur plan d'extermination. Vous devez savoir vous défendre. C'est pour cela que nous avons demandé que la population reçoive une formation militaire. Vous ne devez plus avoir peur. Discours de Jean Kambanda,
Premier ministre du gouvernement intérimaire rwandais. Vous ne devez plus vous cacher quand vous entendez le bruit d'une balle. Le fusil ne doit plus être réservé aux militaires. Une arme à feu, tout le monde peut en avoir une. Et si on te tire dessus, toi aussi tu pourras répliquer car tu auras aussi la tienne. Une fois la population armée, on s'organise aux barrières. Les règles mises en place sont strictes, au point que certains appellent ça le travail. Bien sûr que c'était un travail. Tu devais te lever à 6 heures et pointer. Et quand tu étais absent, il racontait partout que tu étais complice. Ruziga, condamné pour génocide. Je faisais partie des plus vieux. Il nous avait dit, les vieux, vous venez le matin et vous rentrez chez vous l'après-midi. Mais avant de partir, on allait voir le chef de barrière pour lui dire qu'on n'avait pas attrapé d'ennemis. Et il nous laissait rentrer. Et on était remplacés par les plus jeunes. Pour encourager celles et ceux qui sont aux barrières, la radio des Mille Collines, maintenant surnommée Radio Machette, lance des appels au meurtre quotidiennement. Il nous disait de chercher partout où se cache l'ennemi, où se cachent les cafards. Le Rwanda bascule définitivement dans le génocide, minutieusement préparé. De son côté, le Front patriotique rwandais reprend l'offensive. Les troupes basées à Kigali depuis novembre 1993 entament la jonction avec les bataillons situés dans le nord du pays. La France, elle, a décidé d'évacuer les ressortissants français et étrangers. Les paracommandos basés à proximité, en Centrafrique, reçoivent leur ordre de mission. Je reçois la mission, bien évidemment, qui est de prendre le contrôle de l'aéroport pour évacuer les ressortissants en adoptant une position neutre vis-à-vis de tous les acteurs sur le terrain. Général Poncet, commandant des forces françaises, chargé de l'évacuation des Français et des étrangers du Rwanda. Les Français atterrissent à Kigali dans la nuit du 9 avril, soit 2 jours après le début des massacres. Quand on se pose sur l'aéroport de Kigali, il est 3h du matin. Donc au petit jour, on découvre les premières traces du chaos. Et c'est donc les coopérants militaires français qui sont là, qui vont me faire un point de situation. La Belgique aussi a pris la décision de rapatrier ses ressortissants. Ses forces, sous casque bleu, étant réduites, elle décide d'appeler en renfort un contingent de 500 paracommandos. Ils arrivent de Belgique le 10 avril, le lendemain des Français, qui ont pour mission de protéger leur déploiement. Il va falloir négocier avec les Rwandais, les forces armées rwandaises qui occupent une partie de l'aéroport et en particulier le bout de piste, pour qu'ils n'ouvrent pas le feu sur les avions belges, car derrière, il y a le passif de l'assassinat des 10 para-belges sous casque bleu qui est dans toutes les têtes. À l'ambassade de France, les fonctionnaires se préparent eux aussi à partir. Les ressortissants français appelés à quitter le pays sont regroupés à l'école française Saint-Exupéry. Corrèze Anne-Marie, Baraïra Irénée, Oumanaza Marie-Christine. Il va falloir du monde là. Tous sont ensuite acheminés jusqu'à l'aéroport, dans l'attente du départ. Parmi les premiers évacués se trouvent les protégés de l'Élysée, Agathe Habyalimana et ses proches. C'est l'ambassade qui fixe les personnes qu'on évacue, c'est pas les militaires qui choisissent. La famille proche, l'épouse du président Habyalimana et puis sa famille proche, ça représente une douzaine de personnes, sont évacuées en même temps qu'un contingent de ressortissants français et étrangers. C'est une décision politique, moi j'exécute là-dedans. C'est une décision tellement politique d'accepter au fond que la France accueille quelqu'un dont on se dit qu'elle a joué un rôle clé dans les événements au Rwanda, que c'est toujours du ressort de l'Élysée. Guillaume Ancel, ancien officier de l'armée française et écrivain. 11 avril 1994, 5 jours après le déclenchement du génocide. L'ONU a refusé d'élargir le mandat des casques bleus
En réaction, Bruxelles durcit le ton. Les soldats belges sous béret bleu vont quitter le Rwanda. La décision de les faire partir, elle appartient à la Belgique aussi, puisque c'est la Belgique qui prête, comme le Bangladesh prête, comme le Ghana prête des soldats. On a l'information le jour même, je pense. L'heure exacte, on ne la connaissait pas. Mais on savait qu'on allait devoir évacuer. J'ai compris que il y avait un mouvement qui se préparait, il y avait des départs qui se préparaient. À l'école technique officielle, la perspective d'un départ imminent met tout le monde à cran. Les soldats belges sont les seuls casques bleus capables de faire barrage aux génocidaires. Certains réfugiés essayent de négocier leur départ. C'est le cas de Boniface Mulinzira, Hutu démocrate et artisan des accords de paix qui demande à être évacué avec femmes et enfants. Il essaie de négocier son départ. Il dit, s'il vous plaît, vous pouvez pas, vous savez, je suis en danger. Et il dit à un casque bleu. Et il lui répond, non monsieur, on ne peut pas vous prendre, c'est trop dangereux pour nous. Alors que la France évacue les Hutus extrémistes, l'ONU abandonne à leur sort les Hutus démocrates. Les seuls à quitter l'école technique officielle avec le contingent de la Minuar sont les Pères salésiens et une centaine d'expatriés de toutes nationalités. 2500 réfugiés, hommes, femmes, enfants, sont en revanche abandonnés aux mains des génocidaires Hutus. Les premiers camions, ils démarrent. C'est la panique, en fait. Et on nous crie, mais prenez-nous, les parents qui essaient de donner leurs enfants, prenez au moins mon enfant. Et en fait, non, on prend personne. Et eux aussi sont nerveux, en fait. On voit qu'ils sont nerveux. Non, on prend personne, allez. Les véhicules partent, les gens essayent de s'accrocher et les véhicules continuent. Et... On se couche par terre et ils tirent en l'air. Et en fait, on avait peur. On a été face au désarroi des personnes, des hommes, des femmes, des enfants qui étaient autour de nous. Mais évidemment, j'aurais fait la même chose. Et j'aurais été également dans un grand désarroi. Lieutenant Lecomte, commandant en second à Leto. Abandonnés par les soldats de l'ONU, les réfugiés se retrouvent seuls, sans possibilité de se défendre. Je me rappelle de cet état de sidération, quoi. De se dire, mais en fait, là on comprend qu'on va mourir. Jeanne Wimbabazi, rescapée. Et on se dit, comment est-ce possible? Dans la minute qui suit le départ des casques bleus, les militaires et les miliciens Hutus pénètrent dans l'école. Les réfugiés qui tentaient de s'enfuir sont massacrés sur place. Les autres sont emmenés, à quelques kilomètres de là, à Nyanza, en réalité une décharge à la sortie de Kigali. La dernière marche de la mort du XXe siècle. Les gens, ils marchent, ils sont... Ils se marchent vers la mort, quoi. Je voyais que ma mère, elle était déjà... Elle avait compris et que... Elle avait presque accepté de mourir. Donc je restais à côté avec ma sœur. Ma sœur qui disait, mais maman, je partirai, je resterai tout le temps à côté de toi. Et il y avait les Hutus du quartier qui étaient au bord de la route, qui nous regardaient. Pendant que les réfugiés marchent vers une mort certaine, les expatriés embarquent dans les C-130 français et belges. Dans tout le pays, les évacuations des Occidentaux se poursuivent.
Les paracommandos belges ont justement été informés qu'une dizaine de leurs ressortissants s'étaient barricadés dans un hôpital psychiatrique, en banlieue de Kigali. Lorsque les militaires arrivent sur zone, le bâtiment semble abandonné. Mais cette impression est de courte durée. Des centaines et des centaines de réfugiés courent à leur rencontre. Malgré les supplications des réfugiés, les paracommandos belges, inflexibles, obéissent aux ordres et n'évacuent que les Occidentaux. Je crois qu'on essaye de ne pas avoir des sentiments, mais c'est un immense sentiment d'impuissance et un très grand regret. Mais bon, il faut choisir, ou bien on prend personne. Et si on prend des ressortissants rwandais, c'est toute l'opération qui est hypothéquée parce que les bruits circulent très vite ici et les colonnes ne pourraient faire face à des difficultés ou à des contrôles très, très méchants. Les paracommandos belges quitteront le pays avec les derniers ressortissants. Les casques bleus belges de la MINUAR, eux, sont déjà rentrés pour témoigner de leur colère face à l'inaction de l'ONU, une inaction qui les a conduits à abandonner la population Tutsi, qu'ils avaient d'abord tenté de protéger. Ils tailladent leurs bérets devant les caméras. Un geste de contestation inédit de la part de militaires. On a quand même un certain sentiment de frustration. En ce sens que la mission qui était prévue n'a pas été remplie comme elle aurait dû l'être. À la cathédrale Saint-Aubin de Namur, lors de la messe en la mémoire des 10 casques bleus belges assassinés par les militaires rwandais, les épouses exprimeront aussi leur colère et leur incompréhension face à des décisions politiques inappropriées. Nous, les épouses, avons une prière à formuler. S'il vous plaît, n'envoyez plus jamais de paracommandos sous l'égide du béret bleu. Leur métier et ce pourquoi ils se sont engagés, c'est le béret rouge, dont à ce moment-là, ils en connaissent les risques. Au Rwanda, les Tutsis se sont retrouvés prisonniers d'un huis clos avec les tueurs Hutus. Ils ont demandé à ce que s'il y avait encore des Hutus qui se soient perdus dans la foule qui sortent. Et là, ils ont commencé à jeter des grenades. Et c'est là où j'ai perdu ma mère et mes sœurs. Et moi, je suis tombée, les gens me sont tombés dessus. Jeanne restera cachée pendant 3 jours, parmi les cadavres. Elle ne devra son salut qu'à l'arrivée des soldats du FPR, le Front patriotique rwandais. Je me dis, je vais voir qui, cette fois-ci. Quelles sont ces personnes? Et en fait, j'ouvre les yeux, je vois que c'est les militaires du FPR qui nous touchent pour voir si on est encore en vie. Et du coup, ils me touchent la joue, ils me demandent comment ça va. C'est en fait... c'est à nouveau l'humanité qui apparaît. On a été déshumanisés par les Hutus. Pour pouvoir nous massacrer, on nous a d'abord comparés à des insectes, à des étrangers, à des gens qui n'avaient pas l'aspect d'un humain. Les casques bleus et les militaires, français et belges, auraient peut-être pu empêcher le drame s'ils avaient assuré la protection des civils rwandais, malgré les ordres. Ils ne l'ont pas fait. Quand on est face à une situation comme ça, je pense que la question, c'est pas de dire « je refuse d'obéir, je vais pas faire ça », c'est de dire « c'est quoi l'alternative ». Si vous additionnez les 500 parabelges qui sont arrivés avec le colonel Roman, mes 500 parachutistes qu'on aurait pu renforcer, puisqu'il y a d'autres renforts qui étaient arrivés à Bangui. Général Poncet, commandant des forces françaises, chargé de l'évacuation des Français et des étrangers du Rwanda. Les 3000 soldats de la MINUAR, on aurait monté à 5 ou 6 000 hommes.
oui, on aurait pu changer la donne, mais ça n'a pas été le cas. Il y a des moments dans votre vie qui s'effaceront jamais. Pour moi, c'est un moment qui ne s'effacera jamais dans la mémoire. Lieutenant Lecomte, commandant en second à Leto. Le moment où j'ai quitté, je me vois encore devant la petite place où se trouvaient les bâtiments des pères. Et à un moment donné, les camions sont partis et les gens essayaient de s'accrocher aux camions et nous, on devait partir. C'était dur. Et c'est toujours dur. Si c'était resté, j'aurais eu ma mère, j'aurais eu ma sœur, j'aurais eu certaines cousines, les amis de mes parents, mes voisins, mon monde, notre monde. Sur les 2500 réfugiés de l'école technique officielle, comme Jeanne, seuls 70 ont survécu. Sur les centaines de Tutsis qui ont trouvé refuge à l'hôpital psychiatrique, une dizaine a échappé au massacre. En moins de 100 jours, plus d'1 million de victimes ont été massacrées dans tout le Rwanda. 1 million sur une population de 7 millions de Rwandais. Faute de mandat adapté, les casques bleus présents se sont retrouvés impuissants. La Belgique et la France ont privilégié l'évacuation de leurs ressortissants, exigeant de leurs militaires de détourner le regard. Le dernier génocide de l'histoire du XXe siècle s'est produit sous les yeux passifs du monde. Il faudra attendre plusieurs années pour que les responsabilités soient assumées, les faillites admises, les fautes pleinement reconnues. Vous venez d'écouter un épisode réservé aux abonnés de Docurama. Vous pouvez écouter tous nos autres podcasts documentaires sur docurama.audio ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Rwanda, désobéir ou laisser mourir est un podcast coproduit par Initial Studio, Palmyra Film et Effervescence, adapté du documentaire éponyme coproduit par Palmyra Film et Effervescence, écrit par Joël Kotek et Valérie Inizan, et réalisé par Valérie Inizan, avec la voix de Sonia Roland. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Camille Legras, avec la voix d'Alix Martineau.